Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du 14h42. Aujourd'hui, on va parler du droit à l'oubli et plus particulièrement du droit au déréférencement, parce qu'en fait, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La semaine dernière, Google organisait à Paris au Forum des Images une rencontre avec son comité d'experts qui eux-mêmes venaient rencontrer des experts d'Internet et du droit Internet dans le cadre d'une tournée que Google organise un peu partout en Europe. Et ça fait suite à un jugement qui a été rendu public en mai dernier par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors pour comprendre cette histoire, il faut remonter à 98. En 98, un journal espagnol publie une publication légale, donc c'est même pas un article, c'est une publication légale, qui évoque des difficultés financières rencontrées par un Espagnol. Au fur et à mesure des années, cet Espagnol est de plus en plus énervé parce que quand il tape son nom dans un moteur de recherche, cette publication légale arrive en tête, ou en tout cas dans les premières réponses des moteurs de recherche. Il saisit les tribunaux espagnols qui estiment que c'est un cas de figure très complexe et qui demande l'avis à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a donc rendu son avis en mai dernier et qui, à rebours de l'avis de l'avocat général, qui ne voulait pas que Google soit considéré comme un responsable de traitement de données personnelles, au sens où Google référence des traitements de données personnelles et des médias effectués par des tiers, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que Google était bien responsable d'un traitement de données personnelles et donc devait répondre favorablement ou pas, on va voir, aux demandes de droit à l'oubli des citoyens qui s'estiment fichés à tort par le moteur de recherche. Dans la foulée, fin mai, Google a mis en place un formulaire qui permet à tout citoyen européen de saisir Google pour lui demander de déréférencer des pages qui ont été indexées par le moteur de recherche. À ce jour, il y aurait eu 135 000 demandes depuis mai dernier. On ne sait pas exactement combien de demandes ont été honorées, combien ont été refusées. On aura l'occasion d'en discuter. Aujourd'hui, avec Jean Catan, qui est docteur en droit, spécialiste du droit de l'Internet et des nouvelles technologies, et qui est membre du Collège d'orientation stratégique de la Quadrature du Net. Exactement. Lucie Ronfaux. Bonjour. Qui est journaliste, spécialiste d'Internet au Figaro.fr ou au Figaro ? Les deux. Les deux. Et Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact, qui a assisté également au débat Google. On va commencer par Lucie. Oui. Honneur aux dames. Et parce que vous êtes la seule personne, ce me semble, sur ce plateau qui a essayé de faire valoir son droit à l'oubli. Alors, tout commence par un article que vous avez consacré à l'équivalent de Facebook en Russie. Oui, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est au mois de janvier, je publie un article sur donc ce forum de ce Facebook russe, Vonkaté, qui il y avait des malversations vis-à-vis d'amis de Poutine qui voulaient mettre la main sur ce réseau social. Donc, moi, je fais un article, j'évoque les liens de Poutine avec Poutine sur cette affaire, je publie mon article. Ça ne s'est pas très bien passé pour le responsable de... Non, il est parti depuis. Le PDG de ce réseau social a été plus ou moins viré. C'est un petit peu comme si Barack Obama avait voulu mettre la main sur Facebook et que Mark Zuckerberg avait fui les États-Unis. C'est exactement ça. Ouais. Donc moi j'écris ça, je publie. Quelques jours plus tard, je reçois un mail et ma rédaction reçoit un mail général disant « Lucie Ronfaux est une russophobe pathologique ». Bon. On m'invite à cliquer sur un lien. Et là, je découvre un lien d'un obscur site russe où il y a ma photo. Qu'on peut voir. Voilà, magnifique. Voilà, magnifique photo. Oui, une photo de moi qui était mon ancienne photo profil Twitter, avec écrit russophobe pathologique sur mon front. Et avec une succession de photos qui n'ont rien à voir avec le des images qu'on ne comprend pas trop ce qu'elles font là, ou qui sont vaguement homophobes, qui qualifient les homophobes de pédophiles, enfin un grand mélange. Et qui va jusqu'à montrer aussi une carte de Washington qui montre qu'en fait Washington c'est l'œuvre de Satan parce qu'entre la position de la Maison Blanche et c'est le sigle de Satan. Voilà, sataniste, homophobe, il y a tout quoi. Il y a la totale. C'est génial. Bon, moi je vois ça, je m'en inquiète pas trop et j'oublie jusqu'à ce mois de mai, la décision sur le droit à l'oubli de la Cour européenne de justice où Google met en ligne son formulaire de droit à l'oubli. Mais là je me dis je pourrais tenter. Parce qu'il faut savoir que ce site, en soi, il ne me dérange pas, mais moi, ce qui me dérange beaucoup, en fait, c'est qu'il remonte très très haut. Quand on tape Lucie Ronfaux, donc mon nom et mon prénom sur Google Images, je crois que la 5e image, c'est l'image qui renvoie vers ce site. La photo qu'on a vue tout à l'heure, russophobe pathologique, alors c'est écrit en tout petit, mais on voit effectivement votre visage avec... Voilà, c'est très facile d'arriver dessus. N'importe qui me Google peut tomber sur cette page.
Du coup, j'ai décidé de remplir le formulaire de droit à Est-ce que l'oubli. vous avez contacté également les responsables de Tchaïkovski.ru? Alors, c'est ce que m'a conseillé Google au départ. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que je suis partie du principe que vu que c'était un site russe un peu obscur, on ne me répondrait pas. Enfin, ça me paraissait vraiment trop compliqué. C'est vrai que l'avantage de ce formulaire, c'est qu'il est très simple. Et que je me suis dit, au moins Google, ils m'entendront peut-être mieux qu'un obscur webmaster russe qui m'aurait peut-être pas répondu. Quoi. Alors, quand vous dites c'est simple, c'est-à-dire concrètement, on arrive sur un formulaire, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure de comment trouver le formulaire, c'est des petits problèmes. C'est simple, mais... Non. Parlons-en maintenant, en fait. Comment vous l'avez trouvé, ce formulaire? Alors, quand on tape formulaire droit à l'oubli Google dans Google, il apparaît pas. Non, il apparaît pas. On tombe sur des articles de presse qui parlent du droit à l'oubli. Donc après, au fil de clics, c'est facile de retomber dessus. Si tu tapes sur l'article du Figaro, machin. Mais en fait, il faut les chercher dans les politiques de confidentialité de son compte Google+. C'est comme ça que je l'ai trouvé en tout cas. Donc c'est pas mal de clics. Et donc là, on tombe sur ce formulaire. On arrive sur un formulaire où il faut remplir son nom, Son prénom, un justificatif d'identité où on peut cacher les chiffres de la carte d'identité. Enfin, on peut cacher tout ce qu'on veut tant que notre photo est reconnaissable si la photo est utilisée dans le site. Donc c'est ce que j'ai fait. Paradoxalement, pour faire valoir son droit à l'oubli, il faut montrer ses papiers. Ouais, mais on a le droit de le cacher quand même. Enfin, Google précise bien, ils essayent de pas trop nous faire peur. De toute façon, je pense que Google en sait bien plus, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc on a ce formulaire qui est pas très joli, qui est pas très sexy. Qui ne parle pas de droit à l'oubli, mais de demande de suppression de résultats de recherche. Exact. Donc voilà, prénom, nom, on donne l'URL, on peut justifier en quelques mots. L'adresse du site en question ou de la page qu'on estime être diffamante. C'est ça. Ensuite, on précise pourquoi est-ce qu'on veut la retirer. Donc moi, j'ai expliqué que c'est utiliser une photo personnelle sans mon autorisation et que c'était une page qui était a priori diffamante. Je ne m'estime pas russophobe pathologique. Et c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout. Une fois qu'on envoie, on a un accusé de réception. On a un accusé qui nous dit, en gros, félicitations, vous faites partie des demandeurs et maintenant vous attendez. Moi, j'ai attendu 1 mois et demi, 2 mois avant de recevoir ma réponse. Je l'ai envoyée mi-août, ma demande. Et j'ai reçu ma réponse et ma réponse était négative. Alors, avec une explication? Avec une explication assez sommaire et pas très claire. Alors, je l'ai recopiée. On m'a refusé ma demande de droit à l'oubli car l'URL mise en cause se rapporte à des questions qui présentent un intérêt particulier pour le public concernant votre vie professionnelle. Donc en d'autres termes, parce que je suis journaliste, cette URL... Qualifiée de russophobe pathologique avec des couples homosexuels qui défilent à poil dans des tenues sadomaso et l'accusation que Washington ce serait le grand Satan, c'est votre activité professionnelle. C'est un jugement sur mon activité professionnelle. Alors moi j'ai contacté Google après ça pour avoir un peu plus de renseignements. Ce qu'on m'a expliqué c'est qu'on avait traité mon URL comme on traiterait l'URL d'un blog de cuisine qui critiquerait la cuisine d'un restaurateur par exemple. Si j'ai un restaurant, je ne peux pas demander à ce qu'un site qui critique ma cuisine soit déréférencé. Là, c'est pareil. Si un lecteur estime que je suis russophobe, je ne peux rien faire. Voilà. En tout cas, c'est ce que m'a dit Google. Donc, alors, dans le mail, il précise quand même que si je ne suis pas contente de la décision, je peux m'en référer à la CNIL, ce que je n'ai pas encore fait. Vous allez le faire? Alors, je pense le faire, oui, ne serait-ce que pour voir jusqu'où ça peut aller. Je me suis renseignée auprès de la CNIL. Ils ont reçu pour l'instant 60 plaintes relatives au droit à l'oubli. Donc, c'est une nouvelle catégorie en fait, de plaintes qu'on peut déposer à la CNIL. Elles n'ont pas encore été traitées parce qu'ils attendent d'abord de se mettre à jour avec les autres autorités. Oui, il y a un groupe qu'on appelle le groupe 29, le G29, qui réunit l'ensemble des autorités de protection des données personnelles au niveau européen, donc la CNIL, la France, et qui en ce moment est en train de travailler, suite à l'arrêt de la Cour de justice européenne, pour faire une sorte de doctrine au niveau européen. Avoir les mêmes règles. Donc là, si on a déduit bien, vous allez saisir la CNIL, donc c'est ce gendarme des données personnelles en France, et celui-ci va vous donner son avis, et après avec cet avis sous le bras, s'il est victorieux, vous allez retourner voir Google afin d'obtenir gain de cause, c'est ça? En gros, c'est ça, oui. D'accord. C'est ça, ou alors j'ai un dernier recours qui serait la justice. Alors, vous avez fait donc un article la semaine dernière, j'ai testé mon droit à l'oubli sur Google, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'apparemment il y a eu plus de retours, vous avez plus entendu parler de ce problème-là suite à cet article que suite aux attaques qui avaient été faites visant le Figaro en janvier dernier. Alors déjà, la page en question est largement remontée dans les recherches Google, ce qui ne m'étonnait pas. Hein. C'est vrai que alors j'avais pas linké la page russe, mais je savais que les gens allaient taper Lucie Ronfaux pour la trouver. Donc elle est remontée et c'est vrai que je me suis pris des mails
me disant qu'effectivement j'étais une russophobe et qu'il fallait que j'assume. Bon, bah voilà, j'assume, je suis sur un plateau. Il y a un côté pernicieux, parce que plus vous allez exercer votre droit à l'oubli en le faisant un petit peu savoir, plus les contenus que vous essayez d'effacer remontent à la surface de Google et sont accessibles. C'est aussi parce que j'ai mis en scène ma demande de droit à l'oubli. C'est vrai que ça m'arrangeait bien. C'était une bonne occasion pour moi de montrer à mes lecteurs. Dans les 31 commentaires qu'il y a sur cet article, il y a au moins un commentaire qui fait remarquer que vous avez le pouvoir de rendre public cette affaire-là, alors qu'apparemment il y a un des commentateurs qui disait « mais moi je peux même pas dire ce qui m'arrive et pourquoi Google refuse, parce que ce serait faire de la publicité à ce que j'aimerais pouvoir effacer. » C'est un des gros paradoxes de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que maintenant il y a énormément d'articles qui mentionnent le nom de ce citoyen espagnol qui voulait faire disparaître le fait qu'il avait eu des difficultés financières en 98. On n'oubliera plus, lui, clairement. Lui, on ne pourra plus l'oublier. Vous étiez tous les deux à la conférence de presse. Enfin, la conférence, non, c'est pas une conférence de presse, justement. C'était une réunion avec des experts internationaux. Alors, concrètement, il s'est passé quoi ? Concrètement, on nous a mis dans un grand amphithéâtre pendant 6 heures. 4 heures. 4 bonnes heures. On a eu une pause d'une demi-heure quand même pour déjeuner, où il y avait donc le comité d'experts. Donc un comité d'experts internationaux qui était sur une table, un peu comme des juges. Voilà, un peu comme la Nouvelle Star, c'est vraiment, ils nous effacent. Et il y avait 6 intervenants français. Ils les changent à chaque pays en fait, 6 intervenants, et il y a eu un... Donc ces 6 intervenants, ces 6 experts étaient face à ce comité Google. Au milieu de ce comité Google, on avait Philippe Drummond, qui est le responsable juridique de Google. Et la salle était derrière tout ça, et on assistait à une espèce d'échange assez cosmique sur la question du droit à l'oubli. Et nous, on était spectateurs plus ou moins passifs, puisque les seules questions qu'on pouvait poser à cette occasion-là ne pouvaient l'être que par un formulaire écrit. Donc il fallait écrire sa question sur un petit papier, le glisser dans une urne, et ensuite espérer que Google retienne cette question-là. C'était une sorte de petite carte postale, qu'il fallait remplir, mettre dans une urne, après c'était tiré au hasard ou sélectionné. Il y avait un traitement plus ou moins fin qui était effectué là-dessus. Et voilà. Est-ce qu'on a eu des chiffres? Parce que là, on a évoqué 135 000 demandes de droit à l'oubli. Et est-ce qu'on sait combien ont été honorés, traités, combien de refus, combien d'acceptations? Alors ça, il faut aller demander à Google pour avoir les chiffres. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors eux, ils disent que à peu près 50% des demandes, des URL soumises, non pas des demandes, des URL soumises ont accédé au droit à l'oubli, donc ont été déréférencées. Il y en a 30% qui ont été refusés, comme la mienne, et 20% qui ont été renvoyés à l'auteur pour plus de questions. Il y a une agence de e-réputation qui a lancé un site qui s'appelle Forget.me qui permet d'aider les gens à faire valoir leur droit à l'oubli. En fait, c'est juste une copie, on va dire, du formulaire de Google, et qui a soumis 15 000 URL. Sur les 15 000 URL, il y en a 5, donc c'est pas représentatif, mais quand même, c'est un volume assez conséquent. Et sur les 15 000 URL, il y en a 7 000 où ils ont eu une réponse, 59% de non, 36% de oui, il y a bien eu des référencements, et 5% où ils demandent des questions. Et les non, c'est parce que vous êtes à l'origine de ce contenu. Ça, c'est une des règles de Google, qui estime que quand vous avez publié vous-même un contenu, vous ne pouvez pas demander à le retirer, parce que soit vous avez la possibilité technique de le faire si c'est votre blog, soit ça relèverait d'un droit au déni. Et que, apparemment, la logique de Google, ce serait de dire, si vous n'êtes plus d'accord avec ce que vous aviez écrit auparavant, faites un nouvel article pour dire que vous avez changé d'avis. Et assumer, voilà, parce que sinon, après, on efface. 14%, donc 600 URL, c'était parce que c'est toujours d'actualité et d'intérêt public. Dans 13%, il s'agissait d'un profil de réseau social. Et surtout, dans 26%, ça concernait votre vie professionnelle, donc ce qui vous est arrivé. C'est pour les motifs, ouais. Donc, en tout cas, sur ce panel, majoritairement, un refus de la part de Google. Le seul souci, c'est que cette opération de transparence qui est menée par une boîte privée, qui a pour activité la réputation en ligne, on ne l'a pas du côté de Google. Du côté de Google, on n'a rien du tout. C'est une boîte noire, on ne sait pas exactement comment sont traités. Et sur les critères alors, les critères exacts, on sait que Google retient le fait que les données dont on réclame l'effacement sont obsolètes ou non pertinentes. Enfin, mais de notre côté, Google n'a pas le choix, puisque c'est un peu les critères qui ont été dégagés par la Cour de justice. Et Google a hérité d'une patate chaude dont il ne voulait absolument pas se gérer. Et le voilà, une espèce de juge privé à gérer des questions métaphysiques complexes. Et vous pouviez leur poser des questions aux responsables de Google ? Au-delà des petites cartes postales. Alors, donc après, pour les journalistes, il y avait une conférence de presse, mais Drummond n'était plus là. Google n'était pas. Donc toutes les questions en rapport à Google... les représentants de Google n'étaient pas à la conférence de presse de Google. Ils n'étaient plus là. Ils ont laissé c'est qui répondait les experts les autres membres du comité. Et qui sont indépendants de Google, donc ils ne peuvent pas... Donc ils ne connaissent rien des secrets de Google. Donc moi, ça ne m'a pas intéressé, je ne suis pas resté.
Ok, donc en fait, on n'a pas appris grand-chose. Vous avez pu assister Mais au débat, mais pas appris grand-chose sur comment il fonctionne. Et, On sent que Google comprend pas non plus trop ce qui se passe, hein, parce que même dans la réunion, il y a eu beaucoup de discussions sur les limites à poser au droit à l'oubli. On sent que Google fait un peu des allers-retours, parce que sur leur formulaire, ils précisent quelques limites. Donc par exemple, ils sont en droit de refuser un droit à l'oubli si par exemple on est un fonctionnaire et qu'on a eu une, je cite, conduite publique. Sauf que fonctionnaire, ça veut dire quoi ? Est-ce que si je suis infirmier dans un hôpital, c'est-à-dire que n'importe quelle connerie que je fais, elle peut pas être soumise au droit à l'oubli. Enfin, et ça, pendant la réunion, je trouve que ça a été assez flagrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions. Et même Google n'était pas trop sûr Il de... se pose aussi la question sur des condamnations, parce qu'il y a certaines condamnations dans des affaires mineures. On peut estimer normal qu'effectivement, on ne va pas porter le poids de sa peine quand on a payé sa dette à la société. A contrario, si c'est un pédophile, on a eu le cas hier avec ce Français qui a contaminé au moins une de ses partenaires avec le sida, et la compagne a découvert que le mec avec qui elle faisait l'amour avait déjà été condamné pour avoir contaminé une ancienne... Et elle l'a découvert grâce à Google, en fait. Ouais. Drummond a évoqué justement le cas des condamnations en prenant un cas caricatural, c'est celui du pédophile. Et là, la stratégie de Google est simple, c'est on n'efface pas. Donc si un pédophile plus ou moins repenti qui a purgé sa peine, ben, celui-ci ne pourra ou ne pourrait, c'est une affirmation, pas obtenir effacement de ses éventuelles traces pénales dans l'histoire de la presse. Alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu des discussions sur qu'est-ce que c'est qu'une personnalité publique. Parce qu'une personnalité publique qui est condamnée, parce que c'est un homme politique qui a été condamné, ça peut être intéressant de savoir qu'il a déjà été précédemment condamné. En même temps, si on prend le cas de Patrick Devedjian sur sa page Wikipédia, il explique dans l'onglet discussion, certes j'ai été condamné en 1968, mais aujourd'hui, droit à l'oubli, il y a prescription, vous n'avez pas le droit de continuer à m'affubler de cette condamnation que j'ai eue quand j'avais 18 ans. C'est là où les questions sont super complexes. Est-ce qu'on peut comme ça exiger un bannissement d'une personne, un bannissement social d'une personne, parce qu'elle a fait une connerie dans sa jeunesse, plus ou moins éloignée. Donc, est-ce qu'on peut exiger un bannissement pour toute sa vie sur ces faits-là ? Franchement, je n'ai pas la réponse et ça m'embêterait d'avoir à gérer ça à la place de Google. Et une autre question qui est celle de personnes qui aujourd'hui ne sont pas officiellement des personnalités publiques, mais qui vont le devenir. Et donc, si on commence à effacer aujourd'hui parce que c'est un simple particulier, mais dans 2 ans, il devient président de la République ou je ne sais quoi, et on ne saura pas parce que ce sera déréférencé qu'il a eu tel... Ouais. Pour reposer les termes du débat, il faut simplement préciser que la Cour de justice a estimé que le droit à l'oubli, maintenant, pouvait s'exercer, cette demande de déréférencement pouvait s'exercer à l'égard de Google, sauf lorsque la liberté d'information venait perturber le tout. Donc si la liberté d'information s'invite au débat, à ce moment-là, Google doit faire preuve de prudence. Et cette prudence s'impose dès lors que l'auteur de la demande de déréférencement est une personnalité publique. Voilà, qui est un critère qui peut venir raboter un petit peu les ambitions. Voilà, donc Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'on en parlerait, donc on va en parler maintenant, cette histoire de droit au déréférencement. Parce qu'en fait, la quasi-totalité de la médiatisation qui a été faite autour de cette décision, et Dieu sait s'il a été très médiatisé, ça parle de droit à l'oubli. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un droit à l'oubli. C'est quoi la différence ? Marc. Pardon. Là, actuellement, dans notre droit, dès lors qu'on a une entité qui fait un traitement de données personnelles, c'est-à-dire qui gère automatiquement des données où on a des informations nominatives, les personnes qui sont intégrées dans ce traitement ont la capacité de demander un effacement de leurs traces nominatives qui seraient par exemple obsolètes, périmées ou autres. Voilà. Typiquement, l'Espagnol contacte le journal espagnol qui a publié la publication légale et demande un droit à l'oubli. Et le journal espagnol qui a la capacité de faire disparaître l'article décide d'anonymiser la publication légale, voire de retirer la publication. Ça, c'est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que le contenu n'existe plus. Ouais, alors que là, ce n'est pas un droit à l'oubli, c'est un droit au déréférencement. C'est-à-dire qu'on supprime le panneau qui mène vers un contenu. Voilà, c'est tout. Et donc concrètement, si j'ai bien compris, quand on tape le nom de cet Espagnol dans Google, l'article avec la publication légale n'apparaît pas. Par contre, si on tape les mots-clés qui figurent dans cette publication légale, Google continue à le référencer. C'est juste le fait de déréférencer ce contenu par rapport au nom et prénom de l'individu. C'est ça, il faut juste attendre la décision espagnole pour le cas particulier, mais en théorie, sur le papier, oui, c'est ça.
Donc, on commence à voir que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait entendu, au sens où je dis ça parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits en France et au niveau européen, et où 71% des gens sont favorables au droit à l'oubli. Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué. Alors, Jean Catan, ça fait longtemps que vous attendez de discuter. Vous venez de sortir la semaine dernière une note qui a été rédigée avec Reporters sans frontières, entre la Quadrature du Net et Reporters sans frontières. Pourquoi cette réunion de la Quadrature et de Reporters ? Parce que c'est la liberté d'expression qui est en cause, parce que c'est la liberté des journalistes qui est en cause elle aussi, et parce que c'est l'objet de nos combats respectifs. Pourquoi ne pas s'allier autour d'une question commune ? La Quadrature du Net, défenseur des libertés sur Internet, on s'attend plus à ce que vous défendiez le droit à la vie privée, le droit à l'oubli, la protection des données personnelles, alors que là, vous écrivez que ni Google ni la CNIL ne sont légitimes. Voilà, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour dire il faut la liberté d'expression à tout prix, il faut la vie privée à tout prix. Ce que nous disons est très clair, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre plusieurs droits et libertés fondamentaux qui sont en jeu, droit à la vie privée, droit à la protection des données personnelles, droit à la liberté d'expression, liberté d'entreprendre, et que c'est au juge d'effectuer cet équilibre, de trouver cet équilibre. Au juge, mais dans un cadre légal bien déterminé. Et ce n'est pas un juge privé, pour reprendre l'expression de Marc Ress, ou même un législateur privé, puisqu'on le voit, Google s'arroge le rôle de législateur privé, en fait, à travers ces consultations-là. La Cour de justice de l'Union européenne demande à une entreprise de droit américaine de décider qu'est-ce qui est légal ou pas. En Europe. En Europe. En Europe. Et ce qui pose effectivement quelques petites questions. Elle ne l'a pas formulé ainsi, directement. Mais en considérant que Google était un responsable de traitement de données personnelles, de facto, elle a donné à Google le rôle d'apprécier si oui ou non un contenu éditorial était respectueux de l'équilibre qui doit être trouvé entre plusieurs libertés fondamentales. C'est ce qui a d'ailleurs très bien été relevé par l'avocat général dans l'affaire devant la Cour. Est-ce qu'on sait pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas suivi les réquisitions de l'avocat général ? Alors, déjà, il y a quelques signes dans l'arrêt qui nous font dire que les juges qui ont statué ont une vision peut-être un petit peu archaïque d'Internet, disant que... une vision conservatrice d'Internet. Tous les risques seraient décuplés sur Internet. Bon, ok. Il y a aussi autre chose, un deuxième facteur qui est peut-être un appel du pied au Conseil et au Parlement et à la Commission, qui sont au Conseil de l'Union européenne, qui est en train de discuter aujourd'hui d'un texte relatif au droit au déréférencement et à l'oubli. Alors, petite précision, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne fait référence à une directive de 95 sur la protection des données personnelles, directive qui est révisée, on en a discuté l'année dernière, avec un projet de règlement européen qui fera force de loi dans toute l'Union européenne, qui fait l'objet d'un lobbying le plus intense qu'on ait jamais connu à Bruxelles de la part des autorités et des entreprises américaines, et qui va consacrer notamment le droit au référencement et le droit à l'oubli. En tout cas, c'est en discussion. Voilà, c'est en discussion. On a des versions qui nous viennent successivement, qui sont toujours différentes. Bon, mais pour revenir à la question, pourquoi la Cour a statué comme cela, peut-être qu'il y a un troisième facteur aussi, il ne faut pas l'oublier, on est dans le cadre d'une procédure qui est dite du renvoi préjudiciel, c'est-à-dire que la Cour statue sur une question qui lui est posée. Cette question-là, elle était très spécifique en fait, elle était cloisonnée au sein des textes relatifs à la protection des données personnelles. N'était pas mentionnée dans ce texte, dans cette question, la question de l'équilibre à trouver avec la liberté d'expression, par exemple. Oui, donc ça c'est une des choses que vous pointez du doigt, c'est que dans la décision de la Cour de justice, ils mettent au pinacle la notion de protection des données personnelles, ils ne font pas du tout référence à un autre droit fondamental qui est la liberté d'expression. Ils y font référence à travers la liberté d'accéder à des informations qui concernent des personnalités publiques, mais à aucun moment, par exemple, les articles relatifs à la liberté d'expression ne sont mentionnés. Contrairement aux conclusions de l'avocat général, qui lui faisait référence aux articles relatifs à la liberté d'expression et s'attachait à bien mettre en balance. Donc la Cour a une vision à la fois conservatrice d'Internet, mais aussi de cette procédure-là qui est très particulière, et de la directive. Donc voilà, et peut-être aussi la volonté de faire un appel du pied aux législateurs européens. Alors il y en a certains qui estiment d'ailleurs que la façon qu'a eu Google de réagir, que Google aurait surréagi en contribuant à déréférencer des articles de la presse, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, des articles de Wikipédia, ce qui permet ensuite d'avoir d'autres articles qui disent « mais regardez, le droit à l'oubli, ça entraîne la censure », et que Google aussi aurait tendance à en rajouter pour contribuer au débat et elle aussi faire jeter un pavé dans la mare. Donc Google s'est battu depuis, donc, vous l'avez rappelé, la procédure espagnole jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant qu'ils ont été reconnus comme responsables,
contrôle, mais comme tous les moteurs de recherche européens, hein, il faut bien, qui ont une activité Bing, du moins. Bing, Voilà. qui est le moteur de recherche de Microsoft, a lui aussi lancé son formulaire Voilà, de droit à l'oubli. Yahoo, etc. De référencement. Orange aussi, oui, Un qui moteur est le de quatrième recherche. moteur de recherche consulté Est-ce en qu'on France. sait combien de personnes sont chargées et qui? C'est des juristes, c'est des... On ne sait pas? Ça se dit, quoi, mais il n'y a pas de chiffre officiel, on ne sait pas trop. Google. C'est énorme, quoi, 135 000 demandes. Bah oui. C'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Jean, judicieusement, à savoir que votre stratégie, c'est de dire le juge, rien que le juge, peut comprendre ça, mais comment on fait pour un système judiciaire d'accueillir 135 000 demandes qui ne concernent que Google? Après, il faut parler de... Tout à fait, tout à Ce fait. qu'évoque Marc, c'est qu'effectivement, il y a une analyse, mais il y a aussi surtout des recommandations de la tout à Quadrature fait. et de Reporters sans frontières, et où vous êtes très clair, vous dites, donc c'est ni Google ni la CNIL qui doit se substituer à la justice, il faut que ce soit les juges, point barre, qui traitent ces demandes-là. Alors, déjà, premier point, pourquoi pas Google? Je crois que tout le monde est d'accord, c'est pas une entreprise privée d'établir l'équilibre entre nos libertés fondamentales. Pourquoi pas la CNIL? Parce que ce n'est pas de sa compétence, elle non plus, d'assurer une protection équilibrée entre, d'une part, la protection des données personnelles et, d'autre part, la liberté d'expression. Ce n'est pas de sa compétence. Cet équilibre-là, c'est a priori au juge qu'il revient de l'effectuer. Parce que c'est lui, dans un état de droit, qui a ce rôle naturel. Pourquoi aussi il revient au juge? Mais parce qu'il a déjà cette expérience. Parce que le juge est déjà confronté à de très nombreuses demandes de retrait de contenu sur Internet. Dans l'application de la loi informatique et liberté, qui donc consacre le droit à l'oubli, c'est la CNIL qui se substitue à la justice. La CNIL ne transfère quasiment jamais d'informations au parquet. La loi informatique et liberté ne passe quasiment jamais devant les juges, parce que c'est la CNIL qui fait office de juge en la matière. Alors, il y a des procédures qui ouvrent vers une contestation sur le fondement de la loi informatique et liberté. On a eu une procédure, par exemple, devant un tribunal de commerce très récemment, qui concernait Google Suggest. Vous savez, quand Google ajoute des mots à vos recherches. Il y a ça, donc il y a peut-être une dynamique qui se met en marche là. Et concrètement, comment Google pourrait faire pour traiter Google, la justice Voilà, française, mais les juges exactement, français, mais exactement. 135 000 demandes. Alors, comment Google fait c'est que c'est humain de le faire, déjà. Oui, mais la justice, comment elle ferait pour traiter ça? La justice, elle peut le faire comme elle le fait déjà aujourd'hui, mais c'est notre première recommandation parce qu'il y a un appel au juge dans un état de droit qui est le nôtre pour trouver un équilibre entre libertés fondamentales. Notre deuxième recommandation sur ce point précisément est d'ailleurs dans la lignée d'une proposition du Conseil d'État, émise dans son rapport annuel qui a été publié ce mois-ci, Sur le numérique. qui est de dire, voilà, s'il y a des pays, par exemple aussi en Europe, où l'accès à la justice est beaucoup plus difficile qu'en France, ou si le coût d'accès à la justice est plus important, et si c'est le cas en France, mais qu'on nous le dise, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas mettre en amont, en place, un système, si vous voulez, de médiation multipartite? Et il y aurait qui dans cette comité de médiation? L'ensemble des personnes intéressées par la question, que ce soit des journalistes, que ce soit des associations, que ce soit des personnes qui ont été victimes de telle ou telle chose. C'est une recommandation. Filtre en amont de la justice. Le Conseil d'État étant lui-même très vague sur cette question, je me permettrais à moi de juste proposer cette idée, et qui me semble quand même prédominante, c'est l'idée que, quelque part, les intérêts en jeu, comme les libertés en jeu, sont multiples. Ce n'est en tous les cas pas une entreprise unique de jouer ce rôle-là. Ouais. Après ce qu'on peut dire, c'est que si effectivement on privilégie le juge, cela va de facto filtrer les demandes, et seules les plus sérieuses, les plus solides, Voilà. parce que là pour l'instant on a un formulaire qui est extrêmement vague, et donc Mais voilà, quand même, si vous me permettez juste, c'est un point très important que vous relevez là, parce qu'on ne sait pas, et c'est exactement ce que vous disiez, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est. On ne sait pas quelles sont les demandes qui sont portées, lesquelles sont plus ou moins sérieuses ou pas. Est-ce que vous pensez que ce flou entre... Surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de... Enfin, je veux dire, si vous saisissez le juge, si vous faites si vous assignez injustement, indûment et abusivement une personne, vous pouvez vous faire condamner pour cela. Et les demandes sérieuses, aujourd'hui, elles sont noyées dans un flot de demandes dont on ne connaît pas réellement la nature. Et ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Il faut absolument que les demandes sérieuses puissent être traitées avec sérieux. Il s'agit de nos libertés fondamentales et de leur équilibre. D'ailleurs, ce qui est marquant, c'est quand on regarde les motifs. Donc, vous parliez de cette étude de Reputation VIP. Le deuxième ou troisième motif des demandes déjà envoyées, ça concerne donc des liens qu'on a nous-mêmes créés. Donc, c'est des gens qui, par exemple, ont créé un Skyblog quand ils avaient 15 ans. Ils ont honte de ce qu'ils ont écrit à l'époque et ils cherchent à le faire déréférencer. Ouais. On comprend qu'il y a quand même une incompréhension de ce que c'est le droit à l'oubli et de ce que les gens peuvent faire. Et du coup, on se retrouve avec 135 000, c'est énorme. C'est énorme, et Google n'a clairement pas les moyens de... Moi, l'une des réponses que j'ai reçues quand j'ai... les moyens financiers, pour l'instant, ils le font.
bon, après, il l'aimait peut-être pas pour l'instant en tout cas. Parce que moi, pour revenir à mon cas que je connais le mieux, on m'a demandé pourquoi vous n'avez pas précisé dans votre formulaire qu'il y avait des gens nus sur la page. Si vous avez précisé qu'il y avait de la pornographie, peut-être qu'on voulait retirer. Et je leur ai dit, je pensais que vous alliez cliquer sur le lien. Du coup, je me pose la question. Qui vous a dit ça? C'est quelqu'un de la communication à Google que j'ai appelé pour savoir un petit peu et qui m'a expliqué, c'est étrange, vous auriez dû dire qu'il y avait des gens, qu'il y avait de la pornographie. Je dis, je l'ai pas précisé parce que je pensais pas que j'avais besoin de le faire. On peut le refaire? Vous pouvez redemander une deuxième fois ou est-ce que vous allez être... D'ailleurs, si vous faites mal la demande la première fois, Google vous encourage à refaire la demande eux-mêmêmes. Ouais. C'est-à-dire que ces formulaires, ils étaient déjà très nombreux par le passé. D'accord ? Il faut bien savoir que les demandes de référencement ou d'effacement des résultats de recherche ou de la ligne de recherche quand Google rajoute des mots, ça existe déjà, je veux dire, ces demandes-là d'effacement pour ces contenus-là. Et ce qui existe aussi, c'est ce formulaire que je vous ai imprimé. Lorsque vous disposez d'une décision de justice, par exemple une ordonnance d'un tribunal à l'encontre d'un tiers ayant publié un contenu supposé illicite, vous pouvez transmettre cette décision, donc cette ordonnance qui est possible dans notre système judiciaire, de voir le jour en 2 mois. En référé. Et vous pouvez la transmettre à Google et Google, à ce moment-là, supprime le contenu de son affichage. Il faut savoir que ces procédures existent déjà et que les procédures d'urgence dans la justice française marchent, elles fonctionnent. Alors, on a un autre cas de figure, Marc. Ce cas-là, il est juste faux parce qu'il y a eu un cas récemment jugé où il y a une personne qui a transmis directement à Google, sans passer par le formulaire qui n'existait pas à l'époque de la transmission, a transmis directement une décision de justice Concernant un contenu diffamatoire. Elle avait obtenu gain de cause et elle a demandé à Google de déréférencer les liens menant vers ces contenus. Et Google a refusé. Google France a refusé. Elle a dit non, allez d'abord voir google.com, Google US, et elle a essayé de trouver des arguments comme ça. Et finalement, Google a été condamné. Et sur quel fondement est-ce que... Parce que je ne l'ai pas lu. Ouais. Ah, il fallait. Le juge, justement, s'est appuyé sur le fait qu'il y avait un traitement de données personnelles et que Google France était responsable des données. Enfin, la stratégie, le développement juridique a été mené par le tribunal de grande instance de Paris est similaire à celui de la CJE. C'est très intéressant comme décision. Il y a un autre point qui est vachement intéressant dans cette affaire, c'est que ça fait des années que Google procède à des déréférencements de contenus négationnistes qui prônent la haine raciale, des contenus piratés. Il y a régulièrement des ayants droit qui contactent Google en disant « déréférencez-moi ce site de streaming ou ce site qui permet de télécharger une copie d'un album, d'un DVD, etc. » Et où Google, depuis des années, le fait sans trop de difficultés, sans lancer de débat avec des comités d'experts, sans passer par des articles de presse, comme on le voit là avec le droit à l'oubli. Qu'est-ce qui explique cette différence de traitement entre quand ça a trait au nazisme ou aux ayants droit et quand ça a trait au droit à l'oubli? Je pense qu'il y a moins de nuances à apporter. Un contenu pédophile ou un contenu nazi, les nazis et pédophiles. C'est du manifestement illicite, c'est-à-dire que d'un côté, quand on a des contenus pédos, ça frappe l'évidence que c'est illicite. Alors que là, moi, si je cite telle personne de gros connard, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas. Ouais. Enfin, cela dit, c'est manifestement illicite. On a vu le cas aussi de déréférencement de contenu qui n'était pas manifestement illicite, mais comme l'ayant droit l'avait demandé, ça a quand même été retiré. Mais enfin... Mais Google revient, parce qu'il y a eu un cas en Angleterre notamment où il avait déréférencé un article du Guardian sur un arbitre écossais, je ne me rappelle plus exactement de cette histoire, où ça a fait un pataquès pas possible. Le Guardian a fait un article sur l'article, déréférencé en expliquant que c'était n'importe quoi, et Google est revenu sur sa décision et a remis sur ses résultats de recherche cette page. Donc on sent qu'il y a un tâtonnement et qu'ils ne savent pas trop, mais qu'ils cherchent, quoi. Ouais. Et du côté des politiques, on a vu des réactions des gens qui disent, qui prennent mesure du problème, qu'on confie la tâche de décider ce qui est, de confier une tâche judiciaire à un opérateur privé. Il y a une vidéo d'Axel Lemaire, je crois, qui a été diffusée sur le site du Monde et qui justement, elle reprochait, elle constatait qu'il y avait un problème avec le fait d'avoir une entreprise qui se retrouvait à équilibrer. À trouver l'équilibre entre des libertés fondamentales. Et ça ne paraissait pas lui convenir. Je ne veux pas parler en son nom, je renvoie les... Donc, grosso modo, si je comprends bien, aujourd'hui, on a le projet de règlement européen qui est en préparation, mais on n'a pas encore les textes définitifs, on ne sait pas exactement. On a le G29 qui est en train de phosphorer depuis des mois, mais on ne sait pas exactement l'ensemble des CNIL européennes. L'ensemble des CNIL européennes, des autorités de protection des données personnelles. On a Google qui fait un tour d'Europe avec son advisory panel, le comité d'experts pour interroger... Enfin, grosso modo, ça phosphore dans tous les sens.
Mais on ne sait pas. Mais peut-être pas là où il faut, en fait. C'est ça aussi, et c'est là notre première recommandation. C'est-à-dire que, très bien, le G29 va peut-être avoir ses lignes directrices, mais quelle force auront-elles? On ne sait pas. La CNIL, elle, se vante de faire circuler les plaintes pour avoir l'effacement de billets de blog, mais on conteste très fortement cette pratique parce qu'on considère qu'un contenu éditorial n'a pas à se voir jugé à l'aune de la protection des données personnelles. Et troisième élément, aujourd'hui, le Conseil cherche à trouver un équilibre au sein du règlement relatif à la protection des données personnelles, mais est-ce bien le lieu pour avoir ce genre de débat? Pourquoi est-ce que c'est dans un texte spécifiquement dédié à la protection des données personnelles que l'on trouve cette volonté d'arbitrer, encore une fois, entre des libertés fondamentales? Entre liberté d'expression. Liberté d'expression. On a encore eu hier l'audition du commissaire désigné pour l'agenda numérique de l'Union européenne. Bon, on se rend bien compte qu'au fond, il n'y a aucune prise en compte par les autorités européennes à venir de la question de la liberté d'expression en ligne ou d'une réflexion plus générale sur l'équilibre de nos libertés dans un environnement numérique. Ça, il n'y a absolument rien. Et c'est ce que nous demanderons. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que Google en fait trop en matière de com, de bruit médiatique là-dessus? Ou est-ce que c'est justement, ils en font beaucoup pour dire « il y a un problème, il y a un problème ». Moi, je comprends que ça les embête. Hein. C'est vrai que c'est quand même un sacré pataquès à gérer. Après, alors je sais qu'il y a la présidente de la CNIL, voilà, qui a déclaré dans le. C'est un point média quasiment. Voilà, qu'en gros, Google dramatise, je reprends ces termes, dramatiser le débat pour un peu discréditer le débat autour du droit à l'oubli qui, selon elle, a quand même lieu d'être. Donc, enfin, pour moi, Google a entièrement raison. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de ce bidule sans queue ni tête et ils ne savent pas quoi en faire. Donc je crois que la pire stratégie aurait été de murer l'intégralité des débats et de s'enfermer et puis de gérer ça dans son coin. Et comment ils auraient pu le faire, juridiquement ils auraient pu le faire. C'est-à-dire ils auraient pu dire je gère un traitement de données personnelles, comme un hôpital, comme une administration ou autre, j'ai une demande d'effacement, j'efface, puis point barre. Là, bon. Oui, en même temps, ce qui pose le problème, parce que là, non seulement c'est une justice qui est confiée à un opérateur privé de droit américain, mais en plus, il n'y a pas les droits de défense. C'est-à-dire que les responsables des sites web qui sont déréférencés, on ne leur demande pas leur avis, ils ne peuvent pas se défendre, et donc c'est même pas de la justice. Il n'y a pas de procédure contradictoire. Non, toutes les parties qui sont en cause ne sont pas appelées à la barre. Hein. Ça, c'est clair aujourd'hui devant Google, ni d'ailleurs dans d'autres procédures telles que celle devant la CNIL, par exemple, je ne sais pas. Et ça coûte cher à Google. Alors, juste pour rebondir là-dessus, nous, on a été déréférencés, on a subi une demande de droit à l'oubli par un tiers. En l'occurrence, c'est un ancien salarié de l'équipe. Enfin, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, ça n'a pas d'importance. Mais Google nous a simplement averti qu'il y avait cette demande qui avait été adressée pour un contenu qui nous concernait, puisque c'était le nôtre. Mais voilà, on n'avait ni l'identité de la personne qui avait émise la demande, ni surtout les motifs. Donc pour nous... Vous aviez juste l'URL de l'article Voilà, on savait qu'il y avait un article qui posait question. Donc après, j'ai dû rechercher avec les données nominatives à l'intérieur pour essayer de renifler le comment du pourquoi. Mais voilà, il y a un brouillage. Et on vous a proposé de vous défendre, entre guillemets Pas du tout. On est tiers. Enfin, un site qui se fait déréférencer. Vous n'êtes pas tiers, c'est vous le responsable du contenu. Oui, mais le véritable responsable du traitement de données personnelles, c'est Google. Dans l'esprit de la Cour, en fait, il y a deux traitements de données personnelles, c'est-à-dire un qui est effectué par Next Impact, par exemple, et un autre qui est effectué par Google. Et donc les deux sont indépendants. À partir du moment où Google effectue un traitement, alors à ce moment-là... Et est-ce que Google, son objectif, c'est de déréférencer le moins possible ou De toute façon, l'ADN de Google, c'est de faire du stockage. Donc c'est du stockage, amasser des données personnelles, les traiter et puis optimiser ses revenus de rentrée publicitaire. Donc c'est du business. Maximum de données. Voilà. Et ça coûte plus cher d'effacer que de conserver. On a une idée de combien ça coûte ? On n'a aucune idée sur rien. Mais encore une fois, pardon. Si vous me permettez, c'est un coût qui vient se greffer sur des services qui existent déjà au sein de Google. Il y a déjà une équipe qui est chargée du removal, c'est-à-dire du retrait des contenus dans un tas d'affaires. Dans un tas d'affaires. Donc bon, voilà, c'est difficile de dire combien ce delta coûte exactement dans la mesure où l'infrastructure existe déjà à ce jour. Voilà. Non, juste pour revenir sur cette histoire de la notification, je pense que c'est un autre aspect du débat qu'on n'a pas encore trop abordé, qui est important. Est-ce qu'on donne au responsable du contenu, enfin du moins par exemple un article de presse, est-ce qu'on donne à Next Impact le nom de la personne qui a fait la demande de droit à l'oubli ? Pour Google, c'est une histoire de protection de cette personne, c'est-à-dire qu'une personne qui veut faire respecter son droit à la vie privée, ça peut paraître logique de ne pas donner son nom pour ne pas l'afficher devant... Si je porte plainte
contre quelqu'un, il aura mon identité. Ouais, et, on n'est pas dans le cadre de la plainte. alors, on n'est pas dans le cas- oui, mais il se substitue quand même à la justice. C'est la logique derrière, en tout cas, c'est Ouais. de protéger cette personne pour pas qu'elle se fasse attaquer par des nouveaux articles ou ce genre de choses. Le fait est que Google va juger ou jauger un contenu qu'il n'a pas lui-même sécrété. Donc il n'a aucune véracité, il n'a aucune connaissance, C'est épaisseur. schizophrénique comme Ah situation. oui, il ne sait absolument pas si nous, peu importe X ou Y, a fait un travail correct sur son article, et il va comme ça utiliser ou non son sépare de ciseaux. Jean Caton. En même temps, c'est quelque chose de fantastique pour Google, c'est-à-dire on a un arrêt qui leur a permis de devenir un législateur en fait. C'est quand même génial. C'est-à-dire que dans l'appel à consultation, on avait Google prendra en considération les prises de position des gouvernements, par exemple, et autres universitaires. C'est-à-dire on a un renversement de la machine total. Et eux, ils profitent de cette situation. Donc bon, peut-être que c'est un coût financier, peut-être que ça leur demande des efforts, peut-être qu'ils sont mal vus, mais ils se retrouvent dans une posture où finalement, ils se retrouvent maîtres du jeu, maîtres des règles. Et ça, nous ne pouvons pas le cautionner à ce jour. Et comment ça se fait qu'on n'entend pas Orange, Yahoo, Bing, il n'y a que Microsoft qui... Bing a fait un formulaire qui est nettement plus complet et donc plus précis. Mais on n'a pas cette opération médiatico-juridico, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On n'a pas tout ça. On n'a pas ce bruit chez les autres. Alors, chez Et on Orange, n'a pas non plus la réaction de Peter Fleischer, qui est le monsieur privacy de Google Europe, qui depuis, on l'entend pas. Je crois qu'Orange m'avait répondu là-dessus de mémoire. Je prends une petite réserve et je crois qu'ils attendaient les lignes directrices de la CNIL avant de savoir que faire exactement. Tout le monde attend, c'est fantastique. Et je pense que la stratégie d'Orange est finalement pas si mal, si elle est toujours celle-ci, que d'attendre que l'autorité de contrôle vienne nous dire plus ou moins ce qu'il faut faire. Et là, Google s'est peut-être emporté. C'est un des reproches qui a été fait aussi à Google, c'est de ne pas avoir attendu l'avis du groupe des CNIL européennes, le G29, avant de lancer lui-même sa consultation. Avoir une espèce de manuel du déréférencement. Le manuel du déréférencement, la page, c'est Google qui est en train de le rédiger tout seul dans son Et coin. ça fait le jeu de Google ou pas? Parce que au final, on n'arrête pas de parler de Google, ou au contraire, ils sont très embêtés, parce qu'ils ont l'air embêtés quand même. C'est normal qu'on parle peut-être plus de Google que des autres dans la mesure où... ok, on la connaît. Ensuite, c'est vraiment un problème justement mais ça les avantage, je veux dire, on ne parle que d'eux, ça les avantage énormément. Qu'on parle d'eux en bien ou en mal, on parle d'eux, c'est toujours bien. L'idée que... Et là, ils apparaissent comme étant des défenseurs des libertés, comme des défenseurs du droit, on va être plus... Des victimes, alors qu'en fait, il faut bien préciser, ce sont tous les moteurs de recherche qui sont concernés. Hein. Tous les moteurs de recherche. D'accord ? Si on a un moteur de recherche qui est une activité, par exemple, commerciale dans le cadre de l'Union européenne, alors à ce moment-là, il est concerné. Et c'est un problème aussi. C'est pour ça que nous, on en appelle au législateur européen en particulier. C'est pourquoi est-ce que c'est une entreprise dans un secteur donné où se côtoient des dizaines d'entreprises qui doit faire valoir un petit peu sa position, orchestrer le débat comme vous racontiez. Bon, c'est absolument... on en saura plus dans quelques mois avec l'adoption du règlement européen. Et à ce titre, pour ceux qui n'ont pas lu le sous-titre de l'article que Marc Ress a consacré à cette histoire-là, Duralex cède Tipex. Les sous-titres sur Next Impact sont généralement prodigieux. Et je pense que pour résumer la complexité de ce débat autour du droit au déréférencement, donc, et non au droit à l'oubli, Duralex cède Tipex. C'est une très bonne conclusion. On se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci. Merci.